Donc aujourd'hui, premier atelier, première bulle créa. On va démarrer par un sujet, je me rends compte, ça intéresse beaucoup de monde. On va parler de l'innovation. On va vous faire profiter de témoignages de chefs d'entreprise, mais également d'associations et de structures qui accompagnent et qui financent les projets d'innovation et la création. Alors, ce qu'il faut vraiment penser, c'est que un parcours d'innovation n'est pas un parcours unique. Il n'y a pas, on ne va pas de A à Z en passant par toutes les lettres. Chacun, quand on fait un projet d'innovation, en fonction de sa filière, de l'avancée du projet, du niveau technologique, du besoin de financement, etc., on va le voir, il y a un parcours qui doit s'adapter. Et c'est vraiment ça que je souhaite vous montrer ce matin, c'est qu'il faut trouver les bons partenaires. Et on va commencer par un premier témoignage avec Lisa, qui va vous expliquer comment elle a démarré. Merci Lisa. Bonjour à tous, enchantée. Donc, je m'appelle Lisa Soulois, j'ai cofondé, vous m'entendez bien ? J'ai cofondé Dijo il y a 6 ans. Dijo, c'est la première entreprise dédiée à la santé du ventre. Et on s'est lancé dans cette entreprise, dans cette aventure entrepreneuriale avec mon ami Anouk, parce qu'on a réalisé à quel point le ventre était important dans notre santé, mais qu'il y avait un manque criant d'éducation sur ce sujet. Et aujourd'hui, du fait de nos modes de vie modernes, donc que ce soit l'alimentation transformée, le stress, la prise de médicaments, nos flores intestinales sont impactées et nos espèces de bonnes bactéries ont tendance à disparaître. Et donc, on a voulu créer Dijo pour justement éduquer les gens sur ce nouveau geste de bien-être qui est celui de prendre soin de son ventre et de repeupler notre flore intestinale de bonnes bactéries. Et donc, pour ça, on s'est lancé avec nos petites économies à l'époque, 2 000 € chacune, et on a commencé à tout faire nous-mêmes, notre compte Instagram, les colis, etc. Et il y a eu un moment, on a eu envie et besoin de structurer l'entreprise pour se développer. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné justement vers les financements publics, puisqu'à l'époque, on avait vraiment, nous, besoin de faire les choses à notre rythme et on ne se retrouvait pas forcément dans le modèle justement de fonds d'investissement. Je pense qu'aussi en tant que femme, ça nous faisait un peu peur de se retrouver face à des grands entrepreneurs, des fonds d'investissement qui allaient potentiellement nous donner des lignes et des directives qu'on n'aurait pas envie de suivre. Et donc, on a préféré faire les choses avec des financements publics pour justement rester très authentique et autofinancé un maximum. Et donc, 6 ans après, on est encore autofinancé. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est lancé, tout le monde nous disait de lever des fonds, que c'était le seul moyen justement de pouvoir développer son entreprise et de pouvoir y arriver. Et finalement, on a suivi notre instinct et notre gut feeling, puisque le ventre, c'est aussi le siège de nos émotions. Et on s'est fait confiance et on a fait notre chemin justement au travers de ces aides régionales, notamment en Normandie. Et 6 ans après, on est toujours là et autofinancé et très fiers de l'être. Alors, quel était le premier réseau et le premier contact que tu as eu pour t'accompagner ou te faire financer ? Par qui ? Quelle est la première personne en fait que tu as rencontrée dans cet écosystème ? Alors, quand on a voulu se structurer, on s'est tourné vers un programme d'accompagnement en Normandie qui s'appelle Fast Forward Normandie. Et via ce programme, on a pu directement se tourner vers Charlotte Wendel de chez BPI en Normandie et qui nous a vraiment accompagnés sur les différentes étapes à suivre pour notre financement. Et donc pour nous, la première étape, c'était le prêt d'honneur avec justement France Donc là, Initiative France. Initiative Calvados qui t'a accompagné. Donc là, le prêt d'honneur, c'est un prêt d'honneur à la personne physique. Quand on veut démarrer, à côté des aides publiques, ça fait un effet levier. Et également, ça, en fait, c'est du quasi-fonds propre. Ça peut aussi vous aider à aller chercher des prêts bancaires. Mais je propose qu'Aurélie explique aussi comment on a accompagné. Donc Aurélie est déléguée innovation chez BPI France Normandie. Et comment tu as accompagné Lisa au démarrage ? En plus, c'est très compliqué parce que, comme tu le disais, Laurence, on ne prend pas tous le départ d'un ultramarathon. Hein. Clairement, d'un ultra-trail, non. Parfois, on veut juste faire 5 km, 10 km. Et en fait, c'est toute la difficulté aussi, la force de l'entrepreneuriat. Donc, nous, nos solutions, elles peuvent s'adapter à plein de choses. Par contre, nous, le B.A.B. de BPI France, c'est qu'on n'y va pas tout seul. Oui, on est une banque publique, mais en fait, oui, on y va avec les entrepreneurs.
On y va aussi avec les prêts d'honneur, les fonds propres. Donc nous, c'est grâce aux prêts d'honneur aussi qu'on a pu commencer à faire le premier effet de levier bancaire. Et le prêt d'honneur, en fait, c'est une ressource inestimable parce que quand bien même on n'a pas l'argent, parce que on est jeune, parce qu'on veut se lancer, parce que ça fait peur aussi, hein, de quitter un job et de se lancer de zéro, ça permet justement de ne pas le faire tout seul. Donc nous, après, chez BPI France, le but, c'est absolument pas de vous faire une liste exhaustive, mais je peux que vous recommander, allez les voir, passez la porte, posez des questions. Tu l'as très bien expliqué. Du coup, Charlotte, qui est chargée d'affaires innovation, ça a été son point de contact et elle l'a mis en relation après avec les banques, avec la région, avec le reste de l'écosystème. Et en fait, c'est aussi ça notre job. C'est pas uniquement de prêter de l'argent, c'est surtout de croire au projet. Exactement. Et je rebondis parce qu'à l'époque, vraiment, nous, on n'y connaissait rien. Et en fait, c'est agréable parce qu'on a des humains en face qui nous prennent vraiment par la main et qui vont nous expliquer les différentes étapes. Et donc, nous, typiquement, au premier rendez-vous, on n'avait pas assez de fonds propres pour justement aller chercher notre prêt d'honneur. Et donc, on est revenu 1 an après, suite justement à notre première année d'exercice, pour pouvoir débloquer ce prêt d'honneur avec justement une situation financière qui nous permettait de le faire. Et donc, je l'ai expliqué, mais avec Anouk, on s'est lancé avec nos économies, donc 5 000 € chacune. Et les prêts d'honneur nous ont permis d'avoir en tout 50 000 €. Donc c'est vraiment super intéressant, justement, quand on lance son entreprise, de pouvoir accéder à des fonds comme ça. Et Lisa, je pense que les gens ne se rendent pas trop compte. J'aimerais que tu leur dises, en fait, aujourd'hui, combien de chiffre d'affaires tu fais et ton niveau de fonds propres. Juste pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'on peut faire juste avec 5 000 € au démarrage. Oui, donc aujourd'hui, effectivement, l'entreprise Dijo s'est bien développée. On a atteint effectivement les 5 millions de chiffre d'affaires. Et donc, quand on s'est lancé la première année, effectivement, c'était pas du tout ces chiffres-là. Et on a suivi toutes les étapes, justement, avec aussi la BPI, donc prêt d'honneur. Ensuite, on a fait aussi des prêts d'innovation qui nous ont permis de lever l'année dernière 1 million d'euros. Et donc, c'est vraiment une aide au développement à chaque étape de l'entreprise. Évidemment, on n'aurait jamais pu avoir ces montants-là au tout début. Mais finalement, c'est aussi, en tout cas pour nous, ça nous a permis de prendre les bonnes décisions, parce que je trouve que si on avait eu 1 million d'euros la première année de Dijo, honnêtement, je pense qu'on se serait trompé. On n'aurait pas forcément pris les bonnes décisions. Et en fait, de les faire aussi petit à petit, ça permet de prioriser les décisions. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un gros montant, 1 million d'euros, mais ça arrive à un stade de l'entreprise où, effectivement, on a besoin aussi de ces montants-là pour accélérer. Merci beaucoup, Lisa. Donc, comme je vous le disais, le début n'est pas le même pour tout le monde, le chemin n'est pas le même. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des outils et des gens qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de ce chemin. Je vous propose de passer à Roxane, un autre exemple, également sur l'accompagnement. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Roxane Lioro, je suis la fondatrice d'Herbeco. Herbeco, c'est une entreprise qui valorise des déchets végétaux et qui les transforme en objets de décoration et en mobilier. Je suis complètement d'accord sur le financement petit à petit, pas à pas. On est aussi dans cette démarche-là. Donc pour l'instant, on se finance avec des concours et avec les ventes qu'on fait de nos objets. On est également accompagné par Pépite Centre Val-de-Loire. On a été accompagné par Live for Good, par l'INPI. Vous vous doutez qu'il y a forcément une histoire de propriété intellectuelle. Et donc on est dans des démarches similaires. On n'est pas au même stade, forcément. Mais voilà un petit peu. Voilà, donc ton premier contact, c'était Angela directement ou une chargée de mission? Non, c'était toi. Là, je parle un peu fort. Moi, je suis Angela Altès-Mathieu, je suis directrice de Pépite Centre Val-de-Loire. Il y a quelques années maintenant, Roxane est arrivée. Elle n'avait pas du tout le profil innovation, c'est-à-dire ingénieur, doctorant, vraiment, elle venait d'une école d'art et de design. Et elle est arrivée en nous disant, mais voilà, j'ai une idée avec de l'herbe, des déchets végétaux, je voudrais faire un nouveau matériau. Donc, autant vous dire qu'on s'est dit, on parle souvent du projet et du porteur. Je crois que c'est très important d'insister sur le porteur, parce qu'en fait, peut-être qu'on n'aurait pas accompagné quelqu'un d'autre, mais on a vu sa motivation, on a vu sa lucidité, on a vu vraiment, comme tu disais, cette envie d'y aller progressivement. Je pense que c'est beau. Alors, je vois beaucoup de jeunes, hein, c'est une génération très pragmatique, très lucide,
qui prend le temps de faire les choses et qui veut installer une relation de confiance avec les gens qui les accompagnent. Donc ça, c'est vraiment très important. Et les pôles pépites sont, donc on est 32 pôles sur tout le territoire. C'est les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et donc on est dans les établissements d'enseignement supérieur pour pouvoir, je dirais, orienter un petit peu les étudiants et aussi les alumni, puisqu'on concerne aussi les jeunes diplômés, à s'y retrouver un petit peu dans cette jungle. Parce qu'il y a énormément de structures, d'organisations, d'offres et qui bougent au fur et à mesure. Donc notre objectif, c'est vraiment, en fonction du diagnostic que l'on fait avec le porteur, de voir quels sont ses besoins et de pouvoir l'orienter au mieux. Dans le cas de Roxane, par exemple, tout de suite, on a vu qu'il y avait une problématique autour de la propriété intellectuelle, brevetage, etc. Nous, on n'est pas experts, mais on a appelé nos collègues de l'INPI Centre Val de Loire, on les a mis en contact. Donc, on est vraiment dans ce rôle d'orientation qui me semble très, très important, surtout quand on est jeune et que, voilà, on ne comprend pas tout. Alors, juste un truc, hein, nous non plus, on ne comprend pas tout dans les offres d'accompagnement. Hein. Donc, pas de complexe par rapport à ça. Voilà, il faut vraiment y aller tranquillement et rencontrer les gens. C'est ce qu'on se disait en préparant la bulle, la notion de sur-mesure, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et il faut trouver la première porte d'entrée qui après saura vous mettre en relation sur votre territoire. Parce que même d'un territoire à l'autre, la structuration de l'écosystème autour de l'innovation n'est pas toujours identique. Vous avez des piliers que vous allez retrouver partout, mais des fois, il peut y avoir un incubateur sur une certaine filière, une structure spécialisée peut-être dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est vraiment en fonction de où vous souhaitez. Il faut trouver cette porte d'entrée qui saura on pourrait peut-être dire, un peu tenir la main, hein, c'est pas du tout péjoratif, et vous emmener auprès des bonnes personnes dont vous avez besoin. Si on revient à toi, si aujourd'hui où tu en es, on a vu l'évolution, bon là on est sur plusieurs années, toi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a lancé une première collection d'objets de décoration, on commence à travailler sur du mobilier et on est en train de préparer notre site web. C'est encore quelque chose qui coûte extrêmement cher, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est dans les prochaines étapes. Voilà. Tu as emmené des petits échantillons, parce que moi, à partir d'herbes, quand même, il faut quand même se rendre compte. Moi, j'adore le bleu. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez nous suivre sur herbeco.fr. Je te laisse présenter. Voilà. Donc, en fait, l'intérêt, on est vraiment là, quand on parle d'innovation, aussi, il y a plusieurs types d'innovation. Donc là, on va être sur un produit. Là, on va être plutôt sur une innovation de process, si j'ai bien compris. Donc, ça aussi fait que le cheminement n'est pas le même et les investissements aussi sont très, très différents. Donc là, on a parlé beaucoup d'accompagnement, un petit peu de financement. Je vais donner la parole à Cécile. Donc là, spécialisée dans le financement. Donc, on a parlé de dette bancaire. On a parlé de prêts d'honneur, on a parlé de subventions, on a parlé d'aide publique, d'avances remboursables. Il y a une petite liste, hein, comme ça, où on peut piocher dedans. Et ce qui est important aussi, donc Cécile va vous expliquer les business angels. Bonjour, donc effectivement, je suis la déléguée générale de France Angels, qui est la délégation nationale, la fédération nationale des business angels. Alors, il y a beaucoup de mythes en fait et de légendes autour des business angels. Je sais que ni l'une ni l'autre n'avait voulu faire appel à cette population d'investisseurs. Alors les business angels, donc déjà France Angels donc fédère des réseaux. C'est important en fait la notion de réseau, puisque là ce sont en général des associations qui vont regrouper entre 10 et 150 ou 200 personnes. Ce sont des personnes physiques, donc vraiment des individuels qui ont envie d'investir dans des jeunes entreprises innovantes. En général, on les appelle les startups. Et ce sont des personnes qui sont au-delà de l'investissement, vraiment très très motivées pour accompagner des entrepreneurs. Donc on parle souvent donc de prise de pouvoir en fait, hein, au sein de l'entreprise par les business angels. C'est pas du tout ça. Le business angel, à la base, sa motivation, c'est vraiment d'aider un entrepreneur dans son aventure entrepreneuriale et de lui donner en fait tous les conseils donc qui le rendent légitime parce qu'il a eu une expérience
il a une expertise particulière, et puis surtout le mettre en relation aussi avec toutes les personnes d'un réseau qu'il a construit au fur et à mesure de son expérience, de sa carrière, et donc qui met vraiment à disposition gratuitement. Donc France Angels, c'est la fédération d'un peu plus de 50 réseaux qui sont répartis vraiment sur l'ensemble du territoire, avec des réseaux qui sont généralistes et donc là qui s'intéressent plutôt à des projets locaux, donc vraiment dans une dynamique de développement économique territorial. On a aussi des réseaux qui sont plus sectoriels, donc là vous avez la santé, l'impact, la défense, tout ce qui est green tech, etc. De toute façon, vous pouvez retrouver en fait toutes les coordonnées des réseaux sur le site franceangels.org. Et donc, en fait, c'est une relation de confiance. Donc, c'est vrai qu'on a toujours l'impression, et c'est vrai qu'il y a aussi des émissions qui ont un peu vulgarisé, ce qui était très très bien d'ailleurs, parce que ça mettait au moins l'accent et le zoom sur des startups, sur des envies d'entreprendre, sur des aventures qui étaient extraordinaires. Ça a mis aussi l'accent. Ça a permis de démocratiser un peu justement l'image du business angel, mais ça ne se passe pas complètement comme ça non plus dans les réseaux. En fait, ce qui est en général, donc vous faites une candidature pour un réseau particulier. Il y a une personne qui va regarder votre dossier, qui va dire ouais, ça peut intéresser mes investisseurs. À ce moment-là, vous allez pitcher. Donc là, c'est un peu comme à la télé, hein, c'est un peu le grand oral. Et ensuite, il y a des business angels qui vont se dire ouais, ce dossier m'intéresse, je vais l'instruire. Et pendant cette période d'instruction que certains peuvent trouver assez longue, mais qui à mon avis est vraiment nécessaire, s'instaure une relation de confiance entre des investisseurs potentiels et des fondateurs d'entreprises. Et c'est sur cette confiance en fait que l'investissement va pouvoir être vraiment fructueux, parce qu'effectivement, donc vous allez ouvrir un peu votre capital aux business angels, mais en contrepartie, vous allez avoir tout cet accompagnement. Les investisseurs, en fait, ils misent beaucoup plus au final sur une équipe et sur l'agilité de l'équipe à rebondir en cas de coup dur, à éventuellement faire un pivot complet si à un moment il s'avère que c'est nécessaire. Et plutôt que vraiment dire tiens, je vais mettre 10 000 dans ce projet-là et j'espère en sortir 20 ou 30 ou 50 000 dans 5 ans. C'est pas du tout c'est pas ça qui les anime en premier, l'investissement, parce que évidemment c'est ce qu'on appelle l'investissement en amorçage. Et l'investissement en amorçage, on sait que c'est extrêmement risqué. Et donc s'ils ne voulaient pas prendre de risques, en fait, s'ils voulaient vraiment que investir, s'ils étaient intéressés que par l'investissement, en fait, je pense qu'ils trouveraient d'autres solutions pour placer leur argent. Donc c'est vraiment super important. On va faire parler Lisa, qui l'a vécu l'émission. Donc elle va nous raconter. Vous allez avoir le témoignage de quelqu'un qui y est passé. Alors, en effet, donc on parle de l'émission Qui va être mon associé. Je me rends compte d'ailleurs que, du coup, je n'ai pas dit concrètement ce qu'on commercialisait. Donc, nous, on a développé des cures de probiotiques et de compléments alimentaires pour vous aider à prendre soin de votre ventre au quotidien. Et donc, il y a 3 ans maintenant, on a eu l'opportunité de passer à Qui va être mon associé. Et c'est vrai que quand on a l'opportunité, ça ne peut pas se refuser. C'est une exposition médiatique qui est assez incroyable pour une petite entreprise, parce qu'on passe devant 2 millions de téléspectateurs gratuitement. Donc même si on a la pression de devoir pitcher devant des investisseurs et devant des caméras, c'est quand même une opportunité intéressante. Et donc, qui va être mon associé? En effet, je ne sais pas si tout le monde connaît l'émission, mais maintenant c'est quand même assez connu. Donc ce sont des entrepreneurs qui viennent pour pitcher leur entreprise devant des investisseurs. Et donc lors du tournage, tout se passe comme si on était en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs chances de faire bonne impression. Donc on arrive, on a 1 minute 30 pour pitcher son entreprise et convaincre les investisseurs de nous rejoindre dans l'aventure. Et donc l'exercice a été plutôt fructueux pour nous, puisque à la fin du pitch et des questions, parce qu'il y a aussi quand même un temps d'échange et de questions-réponses, on a eu 2 offres d'investisseurs pour rejoindre l'aventure. Il se trouve que nous, on avait plutôt anticipé que ce serait une autre personne qui nous ferait une proposition, qui était une grande experte des probiotiques au Canada, mais qui n'a pas souhaité nous rejoindre. Ça, c'était un peu un coup dur. Et donc, les 2 investisseurs qui nous ont proposé de rejoindre l'aventure nous ont fait
une proposition très commerciale et on va dire monétaire, mais ils n'ont pas beaucoup développé en fait quel serait leur accompagnement, pourquoi ils croyaient en nous, en notre mission du ventre. Et nous, en fait, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait développé Dijo à la sueur de nos fronts, qu'on avait absolument tout donné pour cette entreprise. Et donc là, en face de nous, on avait des personnes qui, certes, avaient envie de nous rejoindre, mais on ne les sentait pas prêts non plus à partir à la guerre avec nous. On sentait qu'ils étaient intéressés par le business et effectivement l'intérêt économique de l'entreprise, mais pas assez par la mission. Et donc, la contrainte de cette émission, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, puisqu'on doit donner une réponse en direct. Et donc, à ce moment-là, on avait trop de doutes. Nous, on n'était pas convaincus, justement, de leur réelle volonté de rejoindre vraiment notre mission du ventre. Et sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas non plus le courage de challenger ces investisseurs de renom. Nous, deux petites entrepreneuses, on s'est dit, bon, on va pas non plus leur poser trop de questions. Et c'est vrai que du coup, par peur aussi, on a préféré refuser. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas eu le feeling ou la le confiance. Coup de cœur. Voilà, le coup de cœur. Voilà, mais c'est une décision très difficile à prendre parce que on a toujours peur de passer à côté d'une opportunité. En plus, comme il y avait tout l'intérêt médiatique, on avait peur aussi que notre passage soit coupé lors de l'émission parce que finalement, c'est peut-être pas très intéressant d'avoir des entrepreneurs qui refusent. Bon, finalement, ça a quand même été diffusé. Mais c'est vrai que quand on prend une telle décision en quelques minutes, on a vraiment toujours peur de prendre la mauvaise décision. Mais bon, je pense que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et il faut se faire confiance, surtout les femmes. Faites-vous confiance. Voilà, merci beaucoup Lisa. Donc juste, je reviens vers toi Cécile. Donc ce lien et de se faire confiance et ce lien lié à l'humain, c'est pas parce qu'on parle de financement qu'il ne doit pas y avoir ce lien. En fait, le business angel, tu l'as dit, mais tu pourras réinsister, ce n'est pas seulement en fait de l'argent et un chèque, c'est vraiment quelqu'un avec qui, il faut faire confiance, là on l'a bien dit, être à l'aise avec lui et également écouter ses conseils. Il va vous suivre tout au long de l'évolution. Comme tu l'as dit, c'est pas juste mettre un ticket, vouloir faire un x2, x3, x10, je sais pas combien. C'est un vrai engagement. Et ces gens faut se rendre compte, ce sont des personnes, on parle de personnes physiques, vous n'êtes pas sur un fonds d'investissement. On va dire ça, c'est le coup d'après. Voilà. Donc si tu peux reprendre en fait sur ce lien avec le témoignage est super intéressant et je dis toujours en fait c'est une association un peu comme un mariage, un investissement de business angels. Et forcément, dans un mariage, on ne prend pas la décision en 5 minutes. Donc, il faut prendre le temps de se connaître, de bien se sentir, s'apprivoiser, etc. Et être sûr, en fait, qu'on a un objectif et une vision commune. Et ça, je pense que c'est vraiment super intéressant. Et je dis toujours, en fait, on ne risque rien à aller voir des business angels. Bon, déjà, tous les réseaux de business angels appartiennent de business angels, donc de la fédération France Angels, sont guidés par une charte, un code de déontologie. Donc, il n'y a aucun risque en termes de confidentialité, de prise d'intérêt, en fait, de la part des business angels. Et ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par le projet, par le secteur et qui vont vraiment... Et par vous. Et par vous, voilà. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est plus alors, je ne veux pas dire Paris, parce que Paris, on a l'impression que c'est un peu aléatoire, en fait, la fin est aléatoire, mais c'est vraiment une décision qui est prise complètement sur l'humain, sur vraiment cette relation de confiance qui peut s'instaurer, et c'est super important. Et les business angels aussi, ce qu'ils apportent par ricochet, en fait, à l'entreprise, c'est une sorte de caution et un effet de levier. En fait, on a vu beaucoup de prêts d'honneur, fait l'effet levier. Des prêts d'honneur, des prêts bancaires, en fait, qui sont vraiment déclenchés parce qu'il y a ces personnes physiques qui prennent le risque, en fait, en leur propre nom. En fait, c'est vraiment leur argent qu'ils vont mettre dans l'entreprise, et donc c'est vraiment une raison supplémentaire, en fait, pour les organismes publics de les suivre, en fait, de prendre le risque. Et moi, j'ai travaillé avant France Angels avec plusieurs réseaux, un réseau territorial et un réseau plutôt généraliste
parisien, donc 2 réseaux de business angels différents. Et en fait, c'était vraiment, on avait des relations avec toutes les structures en fait, d'accompagnement, et notamment celle de CapCréa, qui disaient, bon, alors est-ce que les BA, ils y vont? Et si les BA, ils y vont, en fait, voilà, en fait, c'était le feu vert, en fait, pour... voilà. Je rebondirai sur le feu vert, parce que le feu vert démarre déjà avec Initiative, parce que quand on est accompagné par des structures d'accompagnement type Initiative, type Pépite, qui font notamment partie du collectif CapCréa, je vous invite derrière, si vous avez besoin d'aller voir des associations, vous les avez toutes derrière à votre disposition. Ça donne de la valeur et ça donne confiance. Ensuite, je ne vous cache pas aussi, si vous passez par BPI France, c'est bien aussi, on a un petit savoir-faire de quelques années pour accompagner des projets innovants, donc ça aide aussi. Et ça fait véritablement, effectivement, il y a fonds propres, mais ça fait effet levier, mais cette confiance d'avoir été challengé par des comités d'engagement, dans des associations, dans des structures, donne confiance aux banques. Et le dossier, on parle de préparation, mais la confiance vis-à-vis d'un banquier, comme je dis toujours, le banquier, on y va une fois. Si on arrive mal préparé avec quelque chose d'un peu limite, c'est très compliqué de convaincre une seconde fois. Donc vraiment, appuyez-vous sur toutes ces structures. Et je vais laisser les mots de la fin aux 2 entrepreneuses. Aussi, je voulais noter, je suis super ravie. Normalement, on fait aussi des bulles sur l'entrepreneuriat féminin. J'ai pas fait exprès, mais on n'est que des femmes. Donc moi, c'est mon petit côté aussi où je pousse, parce que c'est quand même aussi difficile. Je tiens vraiment à remercier nos 2 témoins, parce qu'en innovation, déjà en création, l'entrepreneuriat féminin il y a quelques barrières, mais en plus sur l'innovation, c'est encore plus compliqué. Donc double mérite et félicitations. Et je voulais juste vous poser la dernière question. Quel serait le bon conseil à donner à notre auditoire? Lisa? Je l'ai déjà un peu dit, mais pour moi, vraiment, le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est faites-vous confiance, c'est vous l'entrepreneur, c'est vous qui avez cette petite voix qui vous dit j'ai envie de faire ce projet, j'y crois à fond. Et il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Et donc, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et n'hésitez pas justement à aller à l'extérieur, poser des questions, rencontrer. Mais en tout cas, gardez votre idée en tête et n'abandonnez pas. La vie est longue. L'entrepreneuriat est un chemin difficile avec des hauts et des bas, mais ça vaut le coup. Je pense que je dirais surtout de bien s'entourer aussi. Forcément, c'est une aventure des fois qu'on commence tout seul, mais s'entourer, ça veut aussi dire être dans des programmes d'accompagnement, faire des rencontres professionnelles, aller sur des salons, et n'hésitez pas à aller vers les gens et à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc voilà, surtout bien s'entourer. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Je prends une question, voire 2. Bonjour, merci beaucoup pour vos différentes prestations. Justement, on a vu l'innovation et les leviers concernant la création de produits, la création de process. Moi, je suis fondateur d'une société d'ingénierie en service et justement, j'aimerais savoir quels sont les leviers et quelles sont en fait, donc, les différentes innovations en fait, qu'on pourrait mettre en place pour être une société attirante, même si on fait que du service. Qui a envie de répondre? Je vais faire une réponse pirouette. Je pense que c'est un cas très particulier en fait par rapport à et on est juste, on est juste là, CapCréa. Donc vous avez tout le village qui est là. On y retourne juste après la table ronde et je suis prête à vous répondre et à approfondir en fait avec vous la question. Pirouette, cacahuète. Donc il reste 1 minute, une deuxième. On essaiera de ne pas faire pirouette, ou sinon on a été tellement clair. Non, je disais juste que je vois beaucoup de jeunes et que ça me réjouit vraiment de voir qu'aujourd'hui les choses ont changé et qu'on a envie de se lancer, qu'on a des idées le plus tôt possible. Voilà, donc n'hésitez pas, pendant vos études, c'est possible de travailler, de commencer à prendre vos marques, à être accompagné. Voilà, donc le réseau Pépite, ah oui, je rajoute un truc, c'est totalement gratuit. Donc profitez quand vous êtes jeune étudiant parce qu'après ça devient vite un petit peu payant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos pôles Pépites. Voilà.
Il me reste à remercier tout le monde d'être venus aussi nombreux. Hein. On est ravis que ce sujet de l'innovation intéresse toujours autant. Et un merci très très chaleureux à nos intervenantes. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.